on poursuit le vlog. Je commence une nouvelle lecture. Là, j'ai l'impression que l'écran est comme mal aligné. Puis là, il y a des réflexions dans mes lunettes, je les enlève. Voilà. Parce que la télé joue, puis là, je suis une grosse paresseuse, pas le goût de la fermer, c'est pas grave. Fermer ma gueule, puis fermer la télé, c'est de même. Prochaine lecture, j'embarque dans quelque chose de quand même différent dans les trucs que je lis d'habitude. Fatal de Joanne Seymour, qui est un roman contemporain. Je pense que cette femme-là est plus connue pour les romans policiers. Si je me trompe pas, genre Le Cri du cerf, ça me dit de quoi? Ça résonne quelque chose? Mais là, je suis tombée là-dessus. Je dois le lire sur ma liseuse qui est là. Fait que je l'ai pas, c'est pas grave, je vais mettre l'image à côté de moi. Là, c'est un roman contemporain publié en 2025 sur les relations toxiques dans les couples. On suit une jeune fille qui vit une petite vie normale, un peu plate, parce qu'elle est traumatisée d'une ancienne relation toxique avec un pervers narcissique. Moi, perso, les romans contemporains, c'est moins mon dada. Faut que ça soit bien fait. Puis les relations hommes-femmes, relations toxiques, souvent, là, je vais dire un gros mot, mais je vais m'expliquer après, ça m'ennuie en littérature parce que les sujets ne sont pas importants. Oh non, 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 c'est très important d'en parler. Mais il faut que ça soit bien fait. Moi, je suis moins attirée vers ces trucs-là en littérature. Il faut que ça soit intéressant, faut pas que ça soit lourd, faut pas que ça soit moralisateur. Puis des fois, je m'étouffe avec ma bave. Des fois, c'est dur de trouver le petit équilibre entre les deux. Ça me fait penser, là, je sais pas si c'est exactement dans le même principe, mais j'avais lu Match de Lily Boisvert, que j'avais beaucoup aimé, qui est un genre d'histoire semblable où elle fréquentait un homme vraiment manipulateur. Fait qu'est-ce que ça va être aussi bon, aussi bien amené? Ben, c'est ce que nous allons découvrir. Je pars ma lecture de Fatal de Joanne Seymour. C'est un départ. Alors, j'ai fini de lire Fatal de Jane Seymour, pas Jane Seymour, mon Dieu, Joanne Seymour. Moi, j'ai tout le temps Jane Seymour qui est la troisième femme dans Rue 8. Puis il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Jane Seymour. Je pense que c'est un nom assez commun, mais c'est tout le temps ça. Mais c'est Joanne Seymour. Donc, le roman, c'est récent. Le roman s'est publié en 2025. Et là, je disais dans ma prélecture qu'elle a écrit beaucoup de romans policiers, puis que là, c'est un roman plus contemporain. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est aussi après la lecture, je comprends que c'est aussi basé sur un genre de roman policier en tant que tel. Et Seigneur, que j'ai été déçue par ce roman-là. Ah, j'aurais aimé l'aimer, mais il y avait beaucoup de choses qui m'ont dérangée. J'ai trouvé ça extrêmement cliché. Il y avait beaucoup de choses qu'on voyait venir. C'était écrit, l'écriture est simple. Ça, d'habitude, j'ai pas de misère avec l'écriture simple, mais là, ça servait pas l'histoire. C'était trop court, on développait rien. C'était facile. Il y avait des choses beaucoup trop difficiles à croire. D'abord, on va dire ce que c'est. On est avec Camille. Camille qui est une jeune fille qui se remet d'une relation toxique avec un pervers narcissique, Luc Prévost. Elle est partie, elle s'est sauvée, elle a changé de nom, elle a fait une nouvelle vie à Montréal. Il peut plus la retrouver. Puis on est 20 ans plus tard. Elle vit avec deux de ses amis. Ben, en fait, elle est coloc avec une de ses amies, mais les trois amis. Oh, je vais m'asseoir mieux, j'ai mal. Oh, ma tante a mal au genou. Elle travaille dans une grande boutique de Montréal avec ses trois amis-là. Puis elle a une vie complètement banale, puis elle veut pas d'autres relations amoureuses parce qu'elle est extrêmement traumatisée par ce qui s'est passé. C'est une bonne prémisse, super intéressant. Puis là, ce qu'on comprend 20 ans plus tard, c'est que Luc essaie de la retrouver parce qu'il y a eu un article de journal qui a été publié, puis il a dit Hey, c'est la fille que j'ai fréquentée, qui s'appelait, je pense, à Julie à l'époque. C'est Julie. Fait que là, vu qu'il est un pervers narcissique, il a pas accepté qu'elle se soit sauvée. Fait qu'il la cherche, puis il va essayer de la manipuler. Je perds encore la voix, à travers les gens qui l'entourent et tout ça. Prémisse super intéressante. Là, je dis pas que le sujet est très, très, très important. Les relations toxiques, les pervers narcissiques, ça existe. C'est important d'en parler, c'est important de les mettre en scène. Absolument. Mais là, je parle d'un côté littéraire, d'un côté lire un livre. Pour moi, ce livre-là a vraiment, mais vraiment pas marché. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a énormément de clichés. On voit les choses venir. Tu sais, les clichés du genre le bon gars qui va la sauver, du genre, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? La police, les légistes qui sont incompétents. Fait que là, ça sert l'histoire. Euh, il y avait beaucoup d'éléments. Puis un élément qui m'a vraiment fatiguée, c'est ces romans qui veulent mettre trop de sujets, trop de thèmes en même temps, puis ça nuit à l'histoire. Là, j'ai fait une liste. On parle de féminicide, de relations toxiques. On parle de pervers narcissique. Là-dedans, il y a un sans-abri, tu sais, sa réalité est là. On parle du post-accouchement, tu sais, des fois, la dépression post-accouchement, comment c'est difficile dans un couple. On parle d'un père monoparental. J'ai l'impression que l'autrice a voulu mettre tellement d'affaires que ça devenait rien.
d'une certaine manière. Tous ces sujets-là étaient juste sur le côté, puis ils se développaient pas, puis ça servait à rien, selon moi. C'est cette volonté de mettre trop de modernité, trop d'affaires. Pour moi, ça, c'est un gros défaut de certains romans. Il y a aussi des affaires qui me fatiguaient, qui n'avaient pas de sens. Je donne un exemple, par exemple. euh, Tu sais, elle veut pas faire l'article de revue parce qu'elle dit: «Ah, j'ai changé de nom, faut pas qu'on me retrouve, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise d'être exposée». Mais elle a un compte Instagram. C'est comme, oui, qui est sur son nouveau nom, qui est pas le même, mais en même temps, tu t'exposes. Tu sais, elle met des clichés de, mettons, son travail, parce qu'elle travaille comme en genre de marketing et tout ça. Puis, je veux dire, mais c'est quoi la logique de pas vouloir faire une entrevue avec un différent nom, mais d'être, tu sais, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, d'être sur Instagram? Ça m'a un petit peu fatiguée, mais tu sais, bon, c'est un petit détail. Oh, Pauline veut dire bonjour. Bonjour, William. Tu passes devant la caméra, tu dis bonjour à tout le monde. Tu peux y aller, mon bébé. Mais tout ça pour dire que ce roman-là, je l'ai trouvé cliché. J'ai même failli le DNF. Je l'ai trouvé peut-être ennuyant. Je me suis forcée de le finir. Une finale, blah, tout ça pour ça. Je trouve des personnages masculins un peu clichés aussi, là. Tu sais, il y avait, tu sais, Luc est très, très, très pervers narcissique. Tu sais, comme ça. Il est un super bon manipulateur au point que, tu sais, à un moment donné, il est trop bon, là. L'agent de police est un peu nounou à côté de l'inspectrice Tran. Il y avait sa chef, Edith, qui travaillait avec elle, qui est un peu tarte, là, que ça me tapait un peu ses nerfs. Un 2 sur 5, un peu déçu. Est-ce que je vais lire autre chose? Je crois que oui, parce qu'elle a écrit des trucs plus policiers qui m'intéressent. Donc, Le Cri du cerf. Puis il y avait un autre, je pense que c'est Fracture, puis ça se passe à Pointe-aux-Trembles. Moi, j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles, fait que ça, je suis très curieuse de ça. Mais pour Fatal, non, ça n'a pas marché, je suis désolée. On commence une nouvelle lecture. Ben, je l'ai déjà commencé, je suis à 25%. Pauline, je t'ai déjà montré dans l'autre, le gars te fait bouger l'écran. Petite coquine, va te coucher. Je commence Sherlock Holmes. J'ai jamais lu Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville, c'est un roman. Là, il y a le reflet de l'anneau de lumière. J'en suis à 25%. Je suis à la page 46 sur 184. Je suis sûre que je vais. Là, ça, c'est la queue de Pauline. Pauline, s'il vous plaît. Personne ne veut te voir à l'écran. Ben, tout le monde veut te voir à l'écran ou personne, je sais pas. Putain, c'est ton péteux. Je le commence, je suis sûre que je vais aimer. Classique. Là, je sais pas, je vais publier ça quand, là? 19e siècle? Pas ça. Un esti de pote. À date, j'adore les enquêtes du 19e siècle, j'adore toute la littérature du 19e siècle. Il y a un petit quelque chose à cette époque-là. Mais là, il y a une chose, là, j'ai commencé. Sherlock Holmes, il va changer de ton quand il parle à Watson. Ça me dérange, ça me fatigue, il parle comme si c'était un tas de marbre. Hein, il est médecin! Laisse-le tranquille. Il arrête pas de dire, mais vous êtes un imbécile, vous n'avez rien compris. Change de ton, Sherlock. Moi, m'en mêler. Tu parles pas de même au docteur Watson, maintenant. Hey! Fait que c'est ça. Je commence ça, on va voir ce que ça donne. Je suis sûr que je vais aimer. Moi, déjà, tout petit, quand il y avait un chien ou un animal dans le titre, j'y allais tout de suite. Là, j'ai compris que c'était un peu genre une enquête sur une légende familiale. Puis je suis sûr que ça sera pas si fantastique que ça parce que Sherlock Holmes, il va régler tout ça. Il va dire non, c'est une arnaque. On sait comment ça finit, mais j'embarque quand même là-dedans. Et je vous reviens. Au revoir. Nous poursuivons ce blog, mes amours. J'ai fini ma lecture de Sherlock Holmes, Le chien des Baskerville. C'était bon. C'est un bon roman. Moi, j'avais jamais lu Arthur Conan Doyle, le pépère de Sherlock Holmes. C'est aussi l'auteur de Le Monde perdu que je veux vraiment, vraiment lire, celui-là, par contre. Puis, c'était vraiment une bonne expérience. C'était super intéressant, mais le contexte du roman est intéressant aussi. Je vous explique tout ça. Parce que euh, l'auteur avait fait mourir Sherlock Holmes, là, ce que je comprends, dans une chute, il y a à peu près 10 ans avant la sortie de ce livre-là. Puis là, les gens demandaient tellement, tellement d'aventures de Sherlock Holmes qu'il a décidé de le ressusciter. Ressusciter en bon français. Fait que c'est comme une suite demandée des aventures de Sherlock Holmes, mais qui était mort, mais qui était pas mort finalement, fait qu'il est revenu. Fait que c'est publié en 1900. Là, je l'ai noté ici, là, j'ai des petites notes. Dans The Stand Magazine, en feuilleton, de 1901 à 1902, qui a été publié en roman en 1905. C'est quoi cette histoire-là? On est, euh, j'imagine au 19e siècle, je sais pas, là, si c'est publié début 20e, ça doit être au 19e siècle. Et la famille Baskerville possède une terre en... Là, oh, je m'étouffe avec ma barbe. Oh, les filles, on fait pas de bruit! Qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là? Mes coquines. Pauline, je te check. Darmouth, je crois.
Et il y a une vieille légende sur l'histoire de la famille, comme quoi, mais merde, arrêtez de perdre. Maman travaille. Euh, Comme quoi, il y aurait une malédiction sur la famille qui tuerait chaque héritier, puis ça serait un gros chien méchant sorti de l'enfer, parce qu'un ancêtre, là, je pense au 13e siècle, aurait fait quelque chose de pas gentil. Et récemment, c'est-tu Charles? Ou peut-être Charles, je sais pas trop. Il a été tué d'une façon mystérieuse en sortant de chez lui. Puis là, on aurait trouvé des traces de chien autour. Fait que là, tout le monde capote. Puis là, la légende serait vraie. Puis là, là, l'affaire, c'est que je me rappelle plus qui vient voir Sherlock Holmes pour partir l'histoire. Je me rappelle plus, faudrait que je m'informe. Mais Sherlock Holmes, on lui dit, il y a quelqu'un qui vient dire, là, le nouvel héritier, après l'autre qui s'est fait tuer, Henri arrive, puis il faut que vous trouviez la solution à ça parce que il y a anguille sous roche. Fait que Sherlock Holmes, qui lui, dit, c'est pas vrai, c'est pas du fantastique, ça n'existe pas le fantastique, il fait une enquête, puis il va trouver comment ça se passe. C'est un bon petit roman, super mince, que j'ai lu vraiment comme à 80% entre un vol Montréal-Paris. J'étais là toute la soirée dans mon bar d'avion en train de lire ça. Ça se lit super bien, c'est des aventures pour tout le monde. Il y a une affaire que j'ai dit précédemment. Sherlock Holmes, il va changer de ton quand il parle à Watson. Ça m'énerve. Je suis comme, Christ, il parle comme la marde, comme si c'était le pire des idiots. Je sais que c'est ça, la dynamique des deux, mais Watson est médecin, Sherlock. Parle-y sur un autre ton, ça m'énerve. Surtout que dans ce roman-là, on s'entend-tu que Watson, il fait toute la Christie de grosse job, puis que Sherlock, il arrive à la fin, puis il fait, ouais, c'est ça, 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 puis ça. Watson, il travaille fort dans ce roman-là, OK? Fait que parle-y sur un autre ton. C'est ça, j'ai eu un bon moment. Moi, j'ai donné 3,5. C'est un bon divertissement avec un petit quelque chose de plus. C'est pas une 4, c'est pas un coup de cœur. Est-ce que si je lisais les nouvelles précédentes, ça serait plus intéressant? Je ne sais pas. On va le voir. Parce que j'aimerais ça en lire d'autres, mais j'aimerais vraiment ça lire Le Monde perdu. Fait que vraiment, à lire, un bon petit divertissement, Le chien des Baskerville. Surtout que moi, enfant, s'il y avait un chien sur la couverture ou que ça parlait de chien, d'animal, j'étais là. Tu sais, bon. Fait que, hein, facile de même, j'aime le monde des animaux. Fait que vraiment un bon petit 3,5 sur 5. On poursuit le vlog, mes petits choux, je vous gâte. Je vous fais attends, je vais ramasser mes affaires. Un beau call, comme on dit dans le jargon ici. Un beau call parce que je suis allée. Puis là, j'ai fait un voyage personnel. Je suis allée à Paris, à Londres. J'y vais souvent avec mon métier, mais là, j'y suis allée personnellement. Et qui dit voyage à Londres et à Paris dit visite des librairies. Je vous en montre quelques-uns, mais sachez que ça, c'est peut-être comme la moitié de ce que j'ai acheté, genre. Même rien de plus. Mais je vous les montrerai pas toutes parce que vous allez appeler l'hôpital psychiatrique pour m'enfermer. Ben, je vais vous en montrer quelques-uns. D'abord, on va faire les books in English parce que je suis allée à Londres. Puis, je suis tombée sur The Rebel Empresses. Parce que moi, j'aime bien Sissi, là. Moi, Sissi, je l'aime bien, mais pas la Sissi des films, là. Moi, j'aime la Sissi complexe, dépressive, limite méchante, là. Tu sais, l'image de la vraie Sissi. Puis ça, c'est une double biographie de Sissi et de l'impératrice de France, Eugénie, que je connais beaucoup moins, qui était l'épouse de Napoléon III. Puis, je sais que Sissi était hors de contrôle, là. Elle voulait pas suivre, mais je suis curieuse de voir ce qu'ils ont à dire sur elle, là. Ouais, Eugénie. Eugénie de Montijo. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai continué dans ma section histoire parce qu'en anglais, je lis beaucoup de non-fiction plutôt que de fiction. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça sort. Je suis tombée sur The Last Dynasty parce que Ancient Egypt from Alexander the Great to Cleopatra, parce que la dernière dynastie égyptienne, c'est les Ptolémées. Et c'est le général d'Alexandre Ptolémée jusqu'à Cléopâtre, la belle Cléopâtre 7. Puis c'est intéressant, je veux savoir comment cette dynastie-là s'est installée sur le trône, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux jusqu'à Cléopâtre, parce qu'on connaît souvent beaucoup Cléo, la belle Cléo, mais un peu l'ancêtre Ptolémée, le général d'Alexandre, mais très peu entre les deux. Fait que ça m'intéressait. Et je suis allée au British Museum, puis là, je suis tombée sur une petite affaire à 5 pounds, puis moi, j'aime bien les chats. Fait que là, c'était The Cat in Ancient Egypt. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, c'est vraiment comme un manuel avec des photos, là, mais là, moi, j'aime ça, je voulais en savoir plus. Tu sais, c'est sur les chats sacrés, la divinité du chat, sur le chat domestique, comment est-ce qu'il était traité. Fait que ça m'intéressait beaucoup. On poursuit avec les livres frisés que j'ai achetés plutôt à Paris. Un qui m'intéressait beaucoup, que je voulais absolument, c'était de Claudine Cohen, Cohen, aux origines de la domination masculine, OK? Elle, j'avais lu de elle, La femme préhistorique, OK?
J'avais aimé la façon qu'elle avait amené le sujet, où c'était pas comme une façon de vouloir glorifier la femme, dire vous voyez dans le passé les femmes étaient supérieures, puis tatata, puis on les a détruits. Je trouvais que c'était très nuancé et j'avais trouvé ça très intéressant. Elle est une historienne et une philosophe des sciences, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations dans la préhistoire. Hey, assez sérieux ça. Et là, elle reprend l'image de la femme avant l'histoire pour voir où part cette domination masculine-là. Parce qu'on a souvent l'image de dire ah, le capitalisme ou la sédentarité. Et elle, j'ai hâte de voir ce qu'elle a à dire sur avant tout ça. Comment la femme était déjà euh, mise à part, mise de côté, un peu dominée. Donc vraiment, là, ça intéresse ma tante Sabie beaucoup, là. Ensuite, on reste dans Sissi. Parce que là, moi, j'avais lu la biographie de Sissi de... ah, c'est quoi son nom? Brigitte Amann. C'est une des biographies de Sissi, je pense, je suis pas une experte, des plus importantes, là, intéressantes. Mais il y avait aussi Jean Descartes qui a écrit sur Sissi, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. J'ai rien contre Jean Descartes, je le connais pas énormément, mais je sais que c'est un historien. Puis là, je me trompe peut-être, je vais faire plus de recherches, mais c'est aussi un noble, quelqu'un avec un titre de noblesse. Puis moi, les gens, là, ça peut varier d'un côté de l'autre, mais quand tu as un titre de noblesse, puis tu parles de gens de la noblesse, j'ai comme l'impression que tu as comme un prédominance à les rendre plus intéressants qu'ils sont. Puis en même temps, quand tu es de l'autre côté, puis tu es très, très, très à gauche, peut-être que tu es détruit plus que ce qu'ils sont, que ce qu'ils ont fait. Euh, c'est à nous de juger quand on lit, parce que même un historien, même un auteur, une pensée, ça reste des êtres humains. Fait que je vais le lire parce que moi, j'aime ça en savoir sur Sissi, mais je vais voir comment Jean Descartes l'amène, parce qu'il y a aussi écrit sur les Romanov, sur les Habsbourg, sur les Windsor, tu sais, il écrit beaucoup sur les grands nobles. Fait que, tu sais, il est-tu un tripeux de noblesse? Parce que lui-même est noble, puis il s'ennuie de cette bonne époque-là où il y avait des grandes injustices sociales. On va voir, je ne sais pas. Mais j'y donne le bénéfice du doute. Ensuite, toujours en histoire. Là, ça, c'est une grande série. J'ai pris juste le premier, qui est La France avant la France, 481-888. Le prochain, c'est sur la féodalité. Puis ça fait l'histoire de la France jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être 8-9 tomes. Fait que c'est gros, là. C'est gros. Puis c'est écrit petit, là. Hey, il faut mettre des lunettes pour lire ça. Puis ça, c'est le premier. Fait que je me dis, je vais embarquer dans celui-là. Puis là, on est dans les Mérovingiens, la chute de l'Empire romain, l'arrivée de Clovis qui se fait baptiser. Après ça, les Carolingiens. Super intéressant. Je vais voir, moi, j'adore l'histoire de France, puis j'aime ça en savoir plus. Et par la suite, il y aura féodalité, si j'aime bien. Fait que j'ai acheté ça. 13,90 €. À du budget, la bonne femme. Ensuite, moi, j'aime les faits divers, j'aime les meurtres. Je vous ai dit, j'avais lu le truc sur Jack l'Éventreur de la fille qui disait qu'elle avait trouvé c'était super intéressant. Et je cherchais celui-là de Stéphane Bourgoin, le livre rouge de Jack l'Éventreur, parce que je veux en savoir plus. Mais là, je lisais des critiques sur Internet, puis les gens avaient l'air de dire que c'était plus un gros résumé de l'affaire et tout ça, tu sais, des affaires qu'on savait déjà. Mais je veux quand même embarquer là-dedans parce que ça me fascine, les meurtres, moi. Comme tout le monde ici, faites pas vos hypocrites, vous aimez ça quand il y a un fait divers. On est tous un peu curieux de la chose. Voilà. Ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer, je me suis payé un petit Dostoïevski, ici, Récit de la maison des morts. Ça, là, Dostoïevski, il a été au bagne. Pas au bagne. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, condamné au bagne. Oui, en Sibérie. Comment est-ce qu'on appelle ça? En Russie. La déportation en Sibérie, le bagne, c'est plus comme. Comment est-ce qu'on appelle ça? Y a-t-il un mot pour ça? Est-ce qu'il y avait un mot en Sibérie? Whatever. Si je l'ai, je le mettrai en bas. Et là, il a écrit un genre de roman. C'est en 1849 qu'il a été condamné au bagne. Il a été en Syrie, tu sais, les travaux forcés et tout ça, pas en Syrie, en Sibérie. Pas la même place, pas la même température. Puis dans Récit de la maison des morts, il explique de façon romancée son expérience puis comment ça s'est passé. Ça a l'air d'être vraiment très fascinant. Ça fait longtemps que je veux lire ça. Donc, c'est comme ils disent dans ce roman largement autobiographique, qu'il fait passer pour des notes retrouvées chez un ancien forçat. Fait que, tu sais, il se met en scène avec un personnage. Ça a l'air vraiment, vraiment très intéressant. Déjà, Fidor, je l'aime beaucoup. Je vais embarquer là-dedans. Fait que voilà, c'était le beau call. Je vous montre pas le restant que j'ai acheté parce que c'est des petites affaires
détail, selon moi, là. Je vous ai montré le plus intéressant. Oui, il y a beaucoup de non-fiction. J'ai un trip non-fiction en ce moment. Mais il y a aussi quelques petites fictions dans les affaires que j'ai achetées. Fait que c'était mon book haul de mon petit voyage éclair dans les vieux pays, mesdames et messieurs. On poursuit le vlog. Ma tante Sab a lu ça ici, La faucheuse de Neil Shusterman. J'avais le goût, oui, la vieille ma tante Sabi s'est lancée dans du jeune adulte. Mais c'est pas mauvais, c'était très bon en fait. J'ai trouvé ça intelligent, intéressant, on embarque. Puis là, moi, je l'avais sélectionné dans les librairies numériques de la grande bibliothèque. Puis là, je me disais, on va lire ça en voyage. Je me disais, ça sera pas trop long. C'est une grosse brique, mon ami, c'est quand même une grosse brique. Puis je m'en suis rendu compte quand j'étais allée de lire numérique, puis j'étais allée le chercher. C'est une grosse brique. On le voit, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. J'en fais la preuve. Donc, j'ai lu ça. Honnêtement, j'ai pas été déçue. La seule chose qui m'a fatiguée un peu, c'est le côté jeune adulte. Je pense que des fois, il y a des éléments du jeune adulte qui me dérangent un peu, qui me fatiguent, tu sais. Mais bon, c'est publié en 2016. Là, j'ai mis mes petites notes ici. Neil Shusterman, puis là, c'est le volume 1, le tome 1, et il y a, si je comprends, le tome 2, 3, et il y a quelque chose qui est comme ramasser une nouvelle dans l'univers. J'ai le goût de continuer. Parce que j'ai l'impression que le tome 1, c'était comme une mise en situation, là, tu sais. L'action était beaucoup plus lente, puis peut-être ça va embarquer dans le deuxième, quoique il y a un début puis une fin. Bon moment de lecture, agréable, intelligent. C'est quoi l'histoire? On est dans un futur, je fuis dans un futur où les êtres humains sont rendus immortels, dans le sens que oui, ils vieillissent, mais ils peuvent se rajeunir avec un système qui, mettons que tu es rendu à 80, tu dis je retourne à 24, puis on meurt jamais. On a contré toutes les maladies, tout ce qui pouvait tuer les humains, et les humains ne prennent plus aucune décision. C'est une grande intelligence artificielle, une IA qui décide de tout. Les humains ne font que vivre, même aller à l'école puis travailler, ça n'a plus tant de sens parce qu'on n'a plus tant de choses à découvrir. Les humains prennent plus de décisions, c'est l'intelligence artificielle. Mais l'affaire, c'est que si on meurt pas, on devient surpopulé, la Terre devient surpopulée parce que les gens continuent à copuler et faire des petits bébés. Donc, ils ont inventé un système qui est les faucheuses. C'est des humains qui sont sélectionnés. Et il faut être un apprenti et tout ça. Et on devient des gens qui peuvent, là c'est écrit en français de France, glaner des gens, donc tuer des gens. Donc, c'est un contrat, tu pars, tu deviens un faucheur. Et ton contrat, c'est de tuer des gens, un quota par année. Et c'est fait pour éviter la surpopulation. Mais là, tu peux vivre 1000 ans sans avoir été glané. Mais tu peux vivre 3 jours en étant glané. Ces gens-là ont un contrat, ils sont libres de tuer qui ils veulent, puis ils tuent, là, que ce soit avec un fusil, une arme blanche, une explosion, un lance-flamme, whatever. C'est un contrat qu'ils ont. Ils ont un contrat, tout simplement. Et là, c'est du jeune adulte. Donc là, on est dans le scénario classique du jeune adulte, deux jeunes adolescents un peu perdus qui vont croiser la route d'un faucheur, puis ils vont devenir leur apprenti. Puis là, ça prend un an. Puis on voit leur évolution. Puis là, il y a un enjeu parce que leur maître a pris deux apprentis, puis d'habitude, on en a juste un. Puis là, ils vont à un congrès, puis il dit, ben, si vous en avez pris deux, ça veut dire qu'il y en a juste un qui peut être ordonné, puis celui qui gagne va tuer l'autre. Fait que là, l'intrigue embarque. Et être faucheur, c'est quand même être quelqu'un qui vit à l'extérieur de la société parce qu'ils sont comme vus un peu négativement, mais en même temps sont super idolâtrés parce qu'ils ont un pouvoir de vie ou de mort. Et les anciens qui ont créé ce système-là voulaient une idée de moralité, dans le sens tu tues, mais tu prends pas plaisir à tuer. C'est un privilège que tu as, mais il faut que tu en fasses usage de façon morale, mettons. Mais là, il y a une gang de faucheurs qui sont pas fins. C'est Maître Godard. Fait que là, l'intrigue commence. Maître Godard est un tueur collectif. Lui, il aime ça tuer. Mettons, il rentre dans un endroit et il dit on vous tue toutes. Merci, bonsoir. Puis lui, il est un peu plus, moins dans la moralité. Lui, il est comme, c'est un pouvoir, quasiment un dieu sur Terre. Fait que là, ça crée des conflits. Je vous laisse découvrir la suite. L'idée me plaisait beaucoup. Puis j'ai trouvé que c'était quand même bien amené. J'ai trouvé que c'est un roman quand même assez intelligent qui pose des bonnes questions où on vit dans un futur. Tu sais, l'intelligence artificielle, l'IA, commence à prendre beaucoup de pouvoir. Puis dans quelques années, elle va en prendre encore plus. Fait que là, c'est un monde où c'est l'IA qui décide de tout. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de religion. C'est l'intelligence artificielle qui a réponse à tout, puis qui donne réponse à tout. Puis j'ai trouvé intéressant l'approche parce qu'elle dit comme l'intelligence artificielle n'est pas comme un monstre non plus.
Elle a plus de morale que les humains. Fait qu'ils jouent entre eux, c'est une bonne chose, mais en même temps, est-ce que ça nous déshumanise aussi? Parce que là, les êtres humains ont plus de décisions à prendre. Euh, même aller à l'école, travailler, ça n'a plus de sens. Ils sont immortels parce que l'intelligence artificielle a réussi à tout détruire, mais en même temps, ça sert à quoi d'être immortel? Est-ce que la vie a un sens quand on est immortel? Est-ce que c'est le fait de savoir que notre mort arrive dans une première vie? Parce que là, la mort existe, mais tu peux vivre 5 vies, là. Tu peux vivre 500 ans avant de mourir, puis que le faucheur décide que c'est toi. Mais en même temps, est-ce que c'est le fait de savoir qu'on va mourir dans une vie, dans peut-être max 100 ans, là, les chanceux, que c'est ça qui nous motive à exister, à avancer? Est-ce que mettre le pouvoir de mort dans les êtres humains, c'est un pouvoir un peu trop intense? Parce que tu sais, il montre que l'être humain reste être humain, là, en même temps, il est attiré par la gloire, la gloire, le pouvoir, la mort. Même si l'intelligence artificielle décide de tout, est-ce que l'être humain, en arrière, va toujours être là? Est-ce qu'on est un tas de marde tant que ça? Ben, la réponse, c'est sûrement oui. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais on est tous des êtres humains. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intelligent. Je trouvais que pour un roman jeune adulte, ça amenait des grandes questions hyper intéressantes pour le futur. Mais là, parlant de jeune adulte, moi, peut-être que je suis une vieille matante, puis c'est ça qui m'énerve un peu. Je trouve qu'il y avait beaucoup de clichés jeune adulte, là. Tu sais, on est dans le scénario classique. Un futur. Deux adolescents dans le jeune adulte. C'est sûr qu'il faut que faut s'identifier quand on est adolescent, qui vont être sélectionnés, des apprentis, pour faire quelque chose de grand. Tu sais, c'est un scénario qu'on a vu 1000 fois dans Harry Potter, dans Hunger Games, des ados qui vont changer le monde, qui vont confronter. Puis là, je trouvais ça cliché un peu, la fille très aux études, très à son affaire, puis le garçon un peu éparpillé. Tu sais, on aurait pu jouer autrement. Puis garçon-fille, est-ce qu'on est obligé d'avoir une maudite histoire d'amour entre les deux? S'il vous plaît, lâchez les histoires d'amour. Là, on sent qu'ils commencent à s'intéresser l'un à l'autre. C'est pas nécessaire. Est-ce qu'on est ado? Peut-être que quand on est ado, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut entendre. Mais moi, en tant que vieille matante, j'étais comme, on s'en calisse qu'ils s'aiment. Continuez. On peut vivre une vie sans tomber en amour avec un autre. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, l'amour. Et il y a des petits points aussi que je voulais mettre. Un, là, je trouvais ça cochon, le livre. Il y avait des commentaires, jeunes adultes. Je suis comme, mon Dieu, monsieur, Schusterman, je sais pas trop, vous êtes cochon. Là, j'en ai noté, puis c'est quelques-uns. Un moment donné, la faucheuse, qui est avec Maître Godard, qui est une femme, a dit au jeune garçon qui est devenu son apprenti, il dit, quand tu seras, elle dit quelque chose comme, quand tu vas être majeur, je te ferai pas mal. Je dis, voyons donc, madame, calmez-vous, là, c'est un roman jeune adulte. Puis là, c'est pas le seul commentaire cochon. Un moment donné, il s'en va au colloque, là, je sais pas trop, là, la grande affaire. Puis là, il dit, tu vas porter quel genre de robe? Ah, je vais être nu. Puis là, son ami, il dit, tu aborderas de sacrés bijoux. Tout le monde rit. Comme, voyons donc, c'est bien cochon! Oui, puis un autre que j'ai noté, là, ils font un combat, puis là, l'auteur aborde que ah non, le garçon et la fille se battent, puis ils disent, le garçon, à un moment donné, il immobilise la fille, c'est comme une lutte, là. Là, il dit, la position du missionnaire te rend mal? Je dis, oui, c'est cochonnerie-là! Calmez-vous, c'est un roman jeune adulte. Il y avait tout le temps des sous-entendus sexuels. Puis c'est quelques-uns là, que j'ai notés, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, Christy, l'auteur est cochon en tabarouette. Mais là, bon, gars, c'est pas grave, là, on n'est pas au Vatican, c'est pas l'Église catholique ici, c'est bien correct, là, c'était pas des viols ou quoi que ce soit, là. Mais c'était juste comme, Christ, t'es bien cochon, Neil. Calme-toi avec la position du missionnaire, puis les bijoux, la bisoune à l'air, puis la vieille matante qui dit quand tu vas être majeur, je te ferai pas mal. On se calme. Autre affaire que je voulais souligner. Ah oui, tu sais, là, quand tu deviens faucheur, faut que tu prennes le nom d'un grand scientifique ou quelqu'un qui a fait quelque chose dans la société. Ce qui est super correct, c'est une super bonne idée. Comme il y en a une qui s'appelle Madame Curie pour Marie Curie, j'allais dire Julie Curie, vraiment pas, ça n'existait pas dans ce temps-là. Marie Curie, puis là, tu devines que c'est des grandes personnes, whatever. C'est intéressant parce que ça fait aller chercher qui étaient ces gens-là. Mais dans une société comme la nôtre aujourd'hui, des fois, je me dis, attention, des gens qu'on considère comme des grandes personnes, des fois, le lendemain, ils sont dans une cancel culture parce qu'on réalise qu'ils ont fait telle chose. Mais ça, bon, c'est pas grave. C'est juste que j'avais cette pensée-là en me disant, c'est comme, dans un roman, on fait comme telle grande personne, puis 10 ans plus tard, on fait comme, finalement, il violait des enfants. J'exagère un peu, mais c'est une pensée que j'ai eue. Autre pensée, là, c'est sérieux. Là, je veux quelque chose qui m'a dérangé dans le roman. Euh, là, la- Madame Bégueil, l'inclusion, la variété,
d'origine ethnique. C'est très important dans les romans, puis j'ai rien contre ça. Et dans le roman, il explique que, un peu que le racisme n'existe plus, tout ça, mais il souligne les traits ethniques des personnages, ce qui est super correct. Je trouve ça super correct. Mais s'il le dit une fois, il le répète plein de fois après, puis ça, je trouve ça un peu infantilisant. Il dit, mettons, Maître Voltaire était avec des traits africains. Je pense qu'il dit panafricain, quelque chose comme ça. L'autre, mon Dieu, je rote en pleine séance, désolé. L'autre femme, il dit qu'elle avait des traits panasiatiques. C'est super intéressant parce que c'est très important. J'ai vu passer sur Instagram, là, c'est pas une source scientifique pure, qui disait que si les traits des personnages ou l'origine ethnique des personnages n'étaient pas mentionnés, on va automatiquement les imaginer blancs. Ce qui a sûrement pas mal du sens. Si t'es blanc, tu vas avoir des personnages blancs. Puis je me demande aussi si t'es peut-être d'origine autre que caucasien, t'es peut-être brainwashed à avoir les personnages blancs. Puis c'est super intéressant comme affaire. Puis je remets pas ça en question. C'est juste que je trouvais que dans le roman, il le répétait trop longtemps. Il disait ah Maître Volta arrivait dans sa robe jaune et ses traits euh, celui au trait africain, tout ça. Je suis comme, c'est correct, mais là tu le répètes trop souvent, puis ça infantilise les lecteurs, selon moi. Est-ce que au contraire, il faudrait le répéter plus pour qu'on s'en rappelle, mais en même temps de l'avoir déjà dit. euh, puis je sais que quand t'es blanc, oui, il le répétait pour l'autre personnage blanc. Il le dit là parce que chaque personnage avait une ethnicité différente. Mais de le répéter, des fois, je trouvais ça infantilisant. Puis de vouloir trop faire, j'ai l'impression que ça l'efface aussi en même temps. Ça fait trop. C'est une petite critique que je trouvais du roman, mais en même temps, je comprends la nécessité de le faire. Fait écoute, comme je parlais à une personne, écoutez, je pense que je parle à plus qu'une personne. J'espère, au moins. Ou je me parle à moi tout seul. C'est bien correct, ça changera pas grand-chose. C'était une bonne lecture, intéressante, amusante, intelligente. Je vais lire la suite, peut-être pas tout de suite, mais éventuellement. Puis malgré des petits défauts, malgré le côté un peu jeune adulte qui des fois me fait lever les yeux au ciel, je vais continuer. Donc La Faucheuse de Neil Schusterman, Schusterman, publié en 2016, vraiment un bon petit roman jeune adulte. Je le recommande.